Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, première vidéo sur le programme d'histoire de troisième secondaire. Aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est l'acte constitutionnel, en fait, ce qui vient après et aussi un petit peu avant pour se mettre en contexte. L'acte constitutionnel, c'est quoi? Eh bien, c'est la division du territoire en deux, c'est-à-dire le bas et le haut Canada, comme on voit à l'écran actuellement. Premièrement, avant de commencer, c'est important de mentionner que toutes les images qui ont été utilisées dans la présentation sont libres de droit, donc pour l'utilisation. Alors, tout est légal. Alors, on peut y aller. Avant d'aborder l'acte constitutionnel, c'est important de remettre tout ça en contexte pour savoir d'où elle vient, cette constitution-là. Alors, premièrement, une des causes de cette constitution-là, ben, c'est la Révolution américaine. Puis là, ben, vous vous dites peut-être, comment ça, une situation qui se passe chez nos voisins du Sud a eu des conséquences aussi grandes chez nous, c'est-à-dire une nouvelle constitution, c'est quand même pas rien. Ben, en fait, il faut aller vers l'arrière. Ok, ma caméra est inversée, on va aller de l'autre bord. Il faut aller un peu vers l'arrière d'une vingtaine d'années. Alors, il faut reculer d'une vingtaine d'années pour être capable de savoir vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire la Révolution américaine. Alors, c'est en fait les 13 colonies qui veulent leur indépendance. Alors, ces 13 colonies-là, ben, ils ont plein de raisons pourquoi ils veulent leur indépendance de la couronne britannique. Je n'aborderai pas tout ça dans cette vidéo-ci, étant donné que c'est seulement une petite mise en contexte. Alors, je vais passer assez vite sur les causes de la Révolution américaine, sinon on finira plus. Ça peut être abordé dans une autre vidéo si j'ai peut-être un jour, je ne sais pas encore. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le conflit oppose deux camps. On a les 13 colonies d'un côté et la couronne britannique de l'autre, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Alors, cette guerre-là, ben, les gens vont se diviser dans ces deux clans-là. Il va y avoir ceux en faveur de l'indépendance et ceux qui veulent rester loyaux à la couronne britannique. Ces gens-là, on va les appeler les loyalistes. Alors, ici, on a une petite image qui est une reconstitution pour le centenaire de l'arrivée des loyalistes au Nouveau-Brunswick, justement. Alors là, ben, à la suite de la guerre, les gens qui étaient loyaux à la couronne vont être mis face à plusieurs choix. Premièrement, ils ont perdu la guerre. Donc, c'est difficile pour eux de rester aux États-Unis. Ils pourraient être victimes de représailles, il pourrait y avoir des conséquences pour eux et leur famille. Donc, il y en a beaucoup qui vont choisir de s'exiler, étant donné que c'est les 13 colonies qui ont gagné la guerre. Il y en a 100 000, en fait, qui vont quitter, environ 100 000. Ils vont aller en Grande-Bretagne, donc on va retourner en Grande-Bretagne. Il y en a d'autres qui vont aller dans des colonies britanniques, comme les Antilles et les colonies au nord, dont la province de Québec. Dans la province de Québec, il va y avoir à peu près 8 000 loyalistes qui vont s'y installer. Mais ce qu'il faut comprendre avec les loyalistes, c'est que s'ils se sont battus aux côtés de l'Empire britannique, c'est parce qu'ils voulaient rester dans l'Empire. Ils voulaient continuer de vivre avec les coutumes et les façons de faire britanniques. Donc, ce qu'ils cherchent quand ils vont aller se promener et aller dans une colonie britannique, ben, ils veulent retrouver le mode de vie de la métropole. Alors, à ce moment-là, ben, ils vont aller dans des colonies britanniques. Par contre, quand ils vont arriver dans la province de Québec, ben, on a un petit problème. Pourquoi? Ben, parce que, premièrement, c'est des francophones, donc on est dans une société francophone, catholique, avec le mode de division des terres à la française, c'est-à-dire le régime seigneurial, des lois civiles françaises, et aussi il n'y a pas de chambre d'assemblée, qui est une valeur fondamentale pour les Britanniques. Alors à ce moment-là, ben, les loyalistes arrivent dans la province de Québec, puis ils sont un peu déstabilisés. Ils se disent, ben, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans une colonie britannique, mais on a l'impression de vivre dans une colonie française. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce mécontentement-là va pousser les dirigeants britanniques à travailler sur une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution-là va être l'acte constitutionnel.
C'est en 1791 qu'elle va être adoptée. Elle va remplacer l'Acte de Québec. Cette constitution-là va diviser le territoire en deux. Alors, on va avoir la division que je vous ai montrée au début, c'est-à-dire le Haut et le Bas-Canada, qu'on voit sur la carte à l'écran actuellement. Avec cette constitution-là, le dirigeant britannique a espoir de satisfaire tout le monde et ainsi éviter une rébellion, parce qu'on ne veut pas s'engager dans un autre conflit. On vient de sortir de celui avec la Révolution américaine qu'on a perdu, qui a coûté beaucoup d'argent, alors on va essayer de satisfaire un peu tout le monde. Alors, le Bas-Canada, à majorité francophone, va pouvoir conserver le droit de pratiquer la religion catholique. Le mode de division des terres restera le régime seigneurial. On va maintenir les lois civiles françaises. Et le Haut-Canada, de son côté, sera anglophone, protestant, qui est la religion britannique en majorité. Et le mode de division des terres sera le canton, et les lois seront 100% britanniques. Alors comme ça, on satisfait les loyalistes, et en même temps, on satisfait les francophones, et on se dit, on va mettre le couvert sur la marmite, et on va espérer que tout fonctionne. Aussi, avec l'acte constitutionnel, c'est le début d'un nouveau régime politique. Alors, c'est le début du parlementarisme qui est issu de la monarchie constitutionnelle en Angleterre qu'on va instaurer ici. Alors, c'est la première fois que la population va pouvoir élire ses propres représentants, élire sa chambre d'assemblée. Ça va être quand même important. C'est un début de démocratie, un semblant de démocratie, certains diront, parce qu'en réalité, la Chambre d'Assemblée n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir. Donc, par association, la population qui les a portés au pouvoir n'a pas beaucoup de pouvoir dans la structure politique. Pourquoi? Parce que c'est le gouverneur général qui va nommer tout le monde qui a du pouvoir, comme on le voit à l'écran actuellement. Alors, c'est le gouverneur général qui va nommer les gouverneurs, qui va nommer le conseil exécutif, qui va nommer le conseil législatif, qui sont pas mal le centre de tout le pouvoir dans la colonie, autant au Bas-Canada que dans le Haut-Canada. Par exemple, le conseil législatif a pour mandat d'approuver les lois de la Chambre d'Assemblée, mais même de proposer ces lois. Alors, si jamais la Chambre d'Assemblée propose une loi qui va à l'encontre de ce que voudrait le dirigeant britannique, le conseil législatif va juste jamais l'approuver. Et d'un autre côté, eux aussi, ils peuvent proposer des lois, donc ils n'ont même pas besoin d'attendre après la Chambre d'Assemblée pour instaurer des nouvelles lois et les mettre en application. De l'autre côté, le conseil exécutif, lui, il va appliquer les lois votées, aider à l'administration du budget, et ces conseils-là sont formés de personnes nommées à vie par le gouverneur général. Donc, la population ne va pas vraiment voter pour personne en grande situation de pouvoir. On va avoir, oui, un début de démocratie avec la Chambre d'Assemblée, mais en bout de ligne, si la Chambre d'Assemblée n'a pas de pouvoir, on peut se questionner à savoir est-ce que c'est vraiment le peuple qui a le pouvoir. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'essaie de faire des courtes vidéos, histoire de garder votre attention pendant celle-ci. J'espère que ça vous a aidé pour le début du dossier 8, qui est le Bas et le Haut-Canada. Si vous avez trouvé la vidéo utile, je vous invite à aimer la vidéo, comme ça va m'indiquer que ça a été utile et je vais essayer d'en faire d'autres sur d'autres sujets qui seront abordés dans le cours d'histoire de secondaire 3. Et s'il y a une demande, je pourrai également faire quelques petites vidéos sur des notions de 4e secondaire. Alors, merci de votre écoute. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires et ça va me faire plaisir d'y répondre.